Parti. Alors bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue. Je m'appelle Frédéric Ledan. Alors la plupart d'entre vous sont des habitués, hein, mais pour les nouveaux, donc Frédéric Ledan du comité régional du tourisme Occitanie. Et je suis accompagné aujourd'hui de Julia Lemonnier, coach Google, et Kevin Gertner, coach Google également, qui va assurer la modération, c'est-à-dire qu'il va lire vos questions. Et de temps en temps, il va couper la parole à Julia pour poser vos questions. Enfin, elle les voit aussi en direct, mais il va faire son rôle de modérateur en regroupant parfois des questions et en les posant à Julia. Pas forcément au moment où vous la posez, parce qu'on ne peut pas lui couper la parole tout le temps, mais de temps en temps, on va faire des pauses pour avoir des questions et des réponses. Euh, du coup, cet atelier Google, il s'inscrit dans une série de 7 ateliers qu'on a organisés cette année en 2022, et c'est le 6e. Le prochain, il aura lieu le 3 novembre, et ce sera sur l'utilisation de Google Analytics niveau 2, puisqu'on a déjà fait en septembre le niveau 1. Parmi les précédents ateliers, d'ailleurs, il y en avait un sur le référencement naturel déjà, niveau 1. Alors, je vais lancer un sondage parce que comme là, on est sur le niveau 2, ça nous intéresse de savoir si vous avez participé à l'atelier sur le référencement niveau 1. Voilà, le sondage est en cours. Si vous avez été présent, si vous avez vu le replay ou si vous n'avez pas pu en profiter. J'attends un tout petit peu. Je vois qu'il y a déjà 66% des gens qui ont répondu au sondage. 75%, parfait. Bon, je vais arrêter du coup et afficher les réponses. 78, ça monte encore un petit peu. Je vous laisse un petit peu de temps. Allez, 82%, 80. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Donc, 19% d'entre vous étaient présents et 4% ont vu le replay. Et 75% n'étaient pas là. Alors, du coup, Julia, on va pouvoir faire un petit rappel des bases, et pour ne pas faire perdre du temps aux autres, juste un petit rappel. Je pense que si vous êtes là, on est au niveau 2, c'est que vous avez quand même déjà une première pratique du référencement naturel. Donc là, maintenant, je vais m'arrêter de parler. J'arrête le partage aussi. Et Julia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Juste avant, Frédéric, comment est-ce qu'on peut voir le replay du niveau alors, 1? C'est une très bonne question. J'avais envoyé un message dans le chat avec le lien vers le site pro. Malheureusement, comme le chat ne marche pas, on ne peut pas voir mon message. Donc, il faut se rendre, alors pas maintenant, bien sûr, parce qu'il faut nous laisser une petite semaine avant de monter la vidéo et de mettre en ligne le replay. À partir de la semaine prochaine, il faudra se rendre sur le site pro du CRT. Et vous avez une rubrique plateforme de service avec le programme de tous les ateliers. C'est là d'ailleurs où on peut s'inscrire aux ateliers, et c'est là aussi où on voit le replay quand ils sont terminés. Il y a un bouton voir le replay. Alors je vais vous donner l'adresse oralement, à défaut de pouvoir l'afficher. Hop, c'est www.pro-tourisme-occitanie.com. Voilà, c'est assez simple. Sinon, si vous allez sur le site du CRT, de toute façon, il y a un onglet qui vous permet de rejoindre le site pro. Voilà, je vous redonne la parole du coup, Julia. Super. Merci. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julia, je vais animer la conférence. Peut-être que ceux qui étaient présents donc, aux ateliers précédents, vous me reconnaissez, on se connaît maintenant. Comme l'a présenté Frédéric, donc je suis accompagnée de Kevin, qui est aussi coach dans ce programme, et donc qui permettra de faire remonter toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, on aborde le niveau 2 de la thématique du référencement naturel. Au vu du sondage, donc vous êtes quand même une partie qui n'avait pas pu profiter, consulter l'atelier de niveau 1. Je vais essayer de de le prendre en compte et de s'assurer je vais essayer de perdre personne ou le moins possible. Mais c'est pour ça que c'est vraiment très important que vous puissiez interagir, poser vos questions dans le chat pour que vous ne partiez pas avec une différence de compréhension par rapport au niveau 1 et que vous partiez avec des clés concrètes et parlantes pour vous. Voilà. Présentation rapide. Qui sommes-nous? Pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, Kevin et moi, nous sommes coachs dans ce programme Google Atelier Numérique. C'est un programme qui existe depuis 10 ans en France. Kevin et moi, on est basés à Montpellier.
On fait partie de l'atelier numérique de Montpellier et avec lequel donc nous sommes en partenariat avec plusieurs organismes, plusieurs partenaires régionaux, tels que les pôles emploi, les CCI et donc le CRT, donc avec lequel, sur 2022, on a donné toute une série d'ateliers en visioconférence et qui va être renouvelé très fortement, très probablement en 2023. Donc, Kevin et moi et le reste des coachs, on est une quarantaine de coachs ateliers numériques en France. Notre mission, c'est de pouvoir permettre à chaque personne de monter en compétence dans le numérique. Chaque personne dans le sens où, comme vous le voyez aujourd'hui, hein, on permet comme ça de former des professionnels, des commerçants, des indépendants, des personnes qui sont en reconversion, des jeunes diplômés, des seniors et finalement donc toute personne qui souhaite monter en compétences numériques. C'est un programme qui délivre des conférences et des coachings de façon totalement ouverte. Aucun budget à solliciter de votre côté. C'est sans frais aucun. Et surtout, aucune barrière de prérequis à l'entrée, puisque nous délivrons donc des conférences d'un niveau de découverte, un niveau 1 jusqu'à un niveau 2 comme aujourd'hui. Mais c'est vraiment fait pour que voilà, vous permettre de vous donner des clés que vous puissiez mettre en pratique au sein de votre activité. Et voilà, on prend bien en compte le fait que vous êtes expert de vos métiers et non pas du numérique. Donc c'est vrai que traditionnellement, on partage dans le chat nos informations pour que vous puissiez retrouver nos contenus donc sur notre site internet pour voir un peu nos conférences qui peuvent être aussi disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un peu plus délicat puisque nous n'avons pas l'onglet discuter, mais pour vous, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez donc taper Google Atelier numérique Montpellier par exemple sur Google et accéder donc au site et faire de même sur la chaîne YouTube pour retrouver nos contenus et nos tutoriels qui sont disponibles en replay. Voilà. Vous avez aussi donc la capacité de pouvoir prendre un coaching individuel avec l'un des coachs, hein, donc que ce soit Kevin, que ce soit moi. Coaching qu'on réalise en visio. Je vous redonnerai toutes les clés en fin de conférence, mais il faudra nous appeler pour cela, appeler le numéro national, le 01, et tout simplement préciser la thématique que vous voulez aborder et voir avec les coachs de Montpellier, hein, si vous pouvez préciser au téléphone que vous nous avez connus avec une session partenaire privé Occitanie et que vous souhaitez donc idéalement être avec un coach de Montpellier, comme ça on reste ensemble. Voilà, je vous redonnerai tous les détails en fin de conférence. On va rester ensemble donc jusqu'à 11h30. 11h30. Sachez que vous pouvez prendre en photo les slides que je vous propose. On ne pourra pas vous envoyer le support, mais vous l'aurez en replay et autrement, vous pouvez prendre des captures d'écran. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on est là pour aborder le niveau 2 du référencement naturel, une discipline du digital qui est très très large, un état des lieux qui est surtout un état d'esprit avant de démarrer. On aime bien dire dans le monde du digital que le SEO est un marathon et non pas un sprint. Donc tout d'abord, SEO, c'est l'acronyme qui fait référence au référencement naturel. Qu'est-ce que le référencement naturel? La capacité pour votre site à être visible parmi les résultats de recherche pour l'utilisateur, et ce, en fonction d'un mot-clé, d'une requête, de termes de recherche précis. Qu'est-ce que ça veut dire, cette grande phrase? Tout d'abord, donc, la capacité à être visible, que votre site soit visible par l'utilisateur. C'est en ce sens qu'on considère que l'objectif, c'est d'être diffusé par les algorithmes dans les meilleurs résultats de recherche, donc dans le top du classement, si ce n'est jusqu'à la première page, parce que d'ordre général, l'utilisateur va que très peu dans la deuxième, troisième page, etc. Okay, donc, ça va être la capacité à votre site d'être diffusé parmi les meilleurs résultats de recherche à un moment précis qui est celui qui est en fonction de la requête. Donc, par exemple, la phrase « mon site est bien référencé » ou « mon site n'est pas bien référencé », elle n'est pas totalement correcte parce que le référencement naturel, c'est toujours en fonction
d'une recherche utilisateur. Donc, vous pouvez avoir une très bonne visibilité sur une recherche particulière et en avoir une moins bonne pour d'autres recherches. Et le SEO, comme ça, on le travaille petit à petit en fonction de sa recherche principale, prioritaire, pour laquelle on veut vraiment être visible, et on étend petit à petit le travail. C'est en ce sens qu'on exprime que le SEO est quelque chose qu'on n'arrête jamais. C'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un marathon. On ne donne pas tout au début pour être sûr d'être endurant dans le temps et fournir un effort régulier et voilà, dans le temps. Cette métaphore nous renvoie aussi à l'esprit que pour courir un marathon et être parmi les premiers coureurs, souvent, il y a tout un pays derrière un coureur. Et là, c'est pareil. Si vous souhaitez donc commencer à maîtriser le SEO, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, et avoir des bonnes pratiques dans le temps, il y a beaucoup de chances qu'à un moment donné, vous aurez besoin de déléguer ou du moins d'être accompagné par d'autres corps de métier tels que les développeurs, tels que les rédacteurs web pour créer du contenu texte rédigé pour votre site, etc. On va le voir. Mais c'est une course où finalement on court à plusieurs, plus on cherche à devenir performant. Voilà. Pour terminer sur cette métaphore, c'est un état d'esprit qui est très important à accepter, que le SEO est un marathon, non pas un sprint. Les efforts et le résultat, la récompense de nos efforts n'arrive pas de suite. Si on souhaite courir un marathon, être à l'aise et être performant, c'est tout un travail, c'est tout un entraînement rigoureux et avec de la patience et de l'endurance. C'est pareil pour le SEO. C'est pas en faisant quelques bonnes pratiques un matin qu'on peut espérer avoir des résultats des résultats très bons le soir même. Non, c'est une démarche qui prend beaucoup plus de temps et donc il faut accepter que ce soit vous qui mettiez vous-même en place les bonnes pratiques ou que vous déléguiez la tâche à une personne tierce, à un freelance, à un prestataire, à un alternant ou autre. Voilà, on ne peut pas vouloir voir les résultats sous peu. C'est vraiment quelque chose qui met du temps. Il y a le passage de l'algorithme qui vient dans l'équation. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à accepter un peu les règles du jeu, de la pratique du SEO. Et si c'est le cas, eh bien, on continue, on avance. Donc, il faut savoir que le SEO, moi, j'aime bien dire que c'est la capacité à être bilingue, à parler autant la langue de l'humain que la langue de l'algorithme, du robot. Et l'algorithme, notamment donc celui de Google, change mais jusqu'à des dizaines de milliers de fois, voire même centaines de milliers de fois par an. Okay, donc, il n'y aura jamais une recette bien précise de comment faire pour être premier sur Google. Même nous, les experts, et même avec notre travail, notre veille au quotidien, on peut jamais connaître toutes les subtilités, tous les critères des algorithmes. En revanche, il y a quand même certaines pratiques qui sont officialisées année après année, dans le sens des nouveautés, et d'autres qui perdurent dans le temps. Et déjà, si vous êtes au fait de ces bonnes pratiques, c'est déjà très bien. Et la plupart des sites ne le sont pas. Donc, voilà, vous inquiétez pas. L'objectif, c'est pas de connaître la recette subtile et spécifique par cœur, mais d'être surtout au fait des gros piliers, des gros fondamentaux du SEO si on veut être pris en compte par l'algorithme de Google. Google, pourquoi? Parce que c'est le premier moteur de recherche en France. Et au-delà de ça, les bonnes pratiques que l'on voit là, vous pourrez les retrouver pareil. Ce sont les mêmes fondamentaux qu'on retrouverait sur d'autres moteurs de recherche tels que Bing, tels que Ecosia, Yahoo ou d'autres. Okay. Donc, un premier fondamental qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est toujours ultra important à prendre en compte et qui est l'un des premiers. Alors, je vais souvent dire ça à chaque fois, car il y en a
il n'y en a pas un presque qui est au plus important ou moins important que les autres. Mais voilà, ce premier critère, votre site Internet doit être adapté au mobile, mais doit surtout être pris en compte et construit avant tout pour la version mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, vous devez toujours vous assurer que votre site a un rendu agréable, fluide et techniquement performant sur mobile. Puisque la plupart des utilisateurs maintenant naviguent sur mobile, c'est donc devenu un critère prioritaire pour les algorithmes de proposer une expérience de navigation claire et agréable pour les utilisateurs et donc de faire basculer ce critère de responsivité ou de version mobile performante en numéro 1, en critère, d'accord. Donc, concrètement parlant, d'une part, s'assurer donc que votre site soit responsive, qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran. Généralement, si vous travaillez donc si votre site est fait sur un CMS, un constructeur de sites tel que WordPress, Wix, Webflow, Joomla et d'autres, d'accord. Généralement, donc, ils proposent tous des thèmes, des squelettes de sites qui sont responsifs, mais ça va au-delà. L'idée, c'est de vraiment penser votre site avant tout pour sa version mobile. Et maintenant, la plupart des constructeurs de pages, qu'on appelle les page builders, que pour WordPress, par exemple, Elementor ou Divi, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez la main du tableau de bord pour prendre la main et ajouter du contenu sur votre site, vous pourrez repérer les mentions donc, des outils Elementor ou Divi, par exemple, et il y en a d'autres tels que Oxygène, par exemple, pour WordPress. Bref, ils vous permettent de configurer quels éléments des pages apparaissent sur la version mobile et lesquels n'apparaissent pas sur la version ordinateur et inversement. Souvent, on a plus tendance à avoir plus d'outils, plus de rubriques et d'éléments sur la version ordinateur et en désactiver certains pour la version mobile. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très important d'aller contrôler que votre site soit agréable, fluide et performant pour sa version mobile. On va le voir avec un outil de test d'optimisation mobile que je vais vous partager par la suite. D'ailleurs, donc ça me fait penser que j'ai beaucoup de ressources à vous partager, mais comment on peut faire ça puisqu'on n'a pas l'onglet discuter? Est-ce que Kevin, toi, tu as la possibilité de partager une ressource dans l'onglet questions-réponses? On va voir ça. Et je crains que non, hein. Je crains que non. En onglet questions-réponses, j'ai pas grand-chose. Ok. Alors, pourquoi pas adresser un mail avec, par la suite, je ne sais pas comment on pourra faire, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils à vous partager. Donc, soit vous pouvez prendre des notes, mais à voir avec Frédéric peut-être pour faire un mail avec toutes les ressources par la suite. À voir. Je me pose la question, est-ce que quand je réponds à une question dans questions-réponses, est-ce que cette réponse est visible par tous les utilisateurs ou pas? Je ne sais pas. On va attendre peut-être la réponse de Frédéric. Ouais. Comme vous l'avez compris, Oui. d'habitude… Effectivement, oui, je prends la parole du coup. Malheureusement, le fil de discussion, j'arrive pas à le réactiver sans couper, et je veux pas couper le webinaire pour tout le monde. Donc, on est obligé de se contenter de l'onglet Q&R qui nous permet à nous de voir les questions et d'y répondre individuellement. Okay. Et malheureusement, elles sont pas visibles, ni les questions, ni les réponses des autres participants. Et pour répondre sur la diffusion des supports, oui, on pourra tout à fait, via le site pro, éventuellement envoyer ou faire un emailing aux participants pour envoyer les supports. Très bien. Alors moi, je vous propose à vous tous qui êtes parmi nous de prendre des notes des outils qu'on va vous proposer et on fera un mail détaillé à Frédéric qui le mettra en ligne sur le site. Voilà. Ok, donc premier critère, s'assurer que votre site soit ok sur la version mobile, c'est primordial. Rien ne sert de faire toutes les autres bonnes pratiques si ça, ce n'est pas validé.
Autre tendance qui n'est plus tellement une tendance, qui est vraiment devenue une habitude utilisateur, mais c'est de penser à la recherche vocale, dans le sens où de plus en plus d'utilisateurs utilisent la recherche vocale pour faire des recherches sur Google, et ça a un impact sur votre référencement naturel. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs n'expriment pas les mêmes mots-clés, la même requête, lorsqu'elle est faite à l'oral qu'à l'écrit. Si vous posez la question, comment vous rechercheriez un restaurant pour ce soir, à poser la requête à l'oral, on ne la pose pas de la même façon à l'écrit. Or, comme je vous le disais, il y a une étroite corrélation entre ce que recherche l'utilisateur et ce que le robot aura compris, aura vu de votre page. Et donc, vous allez vous positionner, essayer de travailler la visibilité de votre site en fonction d'une certaine requête. Et cette requête-là, plus vous l'avez formulée en version orale, en version question posée réellement sur votre site et dans les balises stratégiques, on va parler des balises, eh bien, plus vous avez de chances, plus vous avez de chances donc que votre site gagne en visibilité. C'est pas pareil de vouloir vous positionner sur restaurant italien Montpellier ou gîte ou maison insolite Hérault que quels sont les logements insolites proches de l'Hérault ou dans l'Hérault, d'accord ? Donc, l'intention de recherche, lorsqu'elle est exprimée à l'oral, elle sera beaucoup plus formulée sous forme réelle de questions. Et on voit donc que ce comportement, finalement, se démocratise aussi à l'écrit. Les utilisateurs posent de plus en plus de questions et on va voir que c'est intéressant donc d'introduire ces requêtes-là sous forme de questions dans vos titres, dans vos contenus. Et comme on vous le conseille sur la diapositive, de penser par exemple à une section foire aux questions qui permet de traiter la réponse aux questions les plus posées. Et là, ça peut être intéressant d'en imaginer deux. Les questions les plus posées concernant finalement votre activité et votre offre, mais plus concernant les conditions d'accueil, j'imagine que vous êtes pour la plupart, par exemple, des hébergeurs ou des acteurs du tourisme, mais concernant les horaires, concernant qu'est-ce qu'on peut trouver aux alentours de votre hébergement ou de votre activité, comment vous contacter, des choses comme ça, et d'autres questions qui sont relatives à votre secteur d'activité, à votre offre, mais en général. Où voyager dans l'Hérault cet hiver, ou qu'est-ce qu'une maison insolite, quoi faire dans telle région. Voilà, ce genre de questions qui sont beaucoup plus macro, mais qui sont donc des questions qui peuvent être posées sur les moteurs de recherche et qui vous permettent d'être découverts à ce moment-là. Il faut savoir que dans le secteur du tourisme, notamment de l'hébergement, ça va être très difficile d'être visible au moment où l'utilisateur va de façon précise rechercher ce que vous vendez, à savoir maison de vacances Carcassonne. Ok, vous allez potentiellement être, il y a beaucoup de chances que les plus grands, les plateformes de réservation connues arrivent avant vous, avant le résultat de votre site. Donc, les mots-clés de recherche liés précisément à votre offre sont très concurrentiels. Et c'est là où c'est intéressant de travailler le référencement naturel, à savoir d'aller ouvrir d'autres portes d'entrée sur votre site en essayant d'être visible sur des recherches utilisateurs qui gravitent autour de cette intention de recherche de trouver une maison de vacances à Carcassonne, et plutôt d'essayer d'apporter du contenu et des éléments de réponse pour par exemple, je ne sais pas, quels sont les parkings à Carcassonne, quelles sont les activités à faire. Ce qui est intéressant, c'est de traiter la question quoi faire quand il pleut dans une certaine ville. Voilà, tout ce genre en fait d'intentions de recherche qui peuvent
être tapé par donc votre cible, l'utilisateur qui cherche à organiser un séjour ou une activité en local et qui, oui, cette personne-là peut-être cherchera un hébergement, mais cherchera aussi d'autres choses. Et si vous arrivez dans son parcours, votre site sort pour apporter un élément de réponse qui tourne autour de votre offre d'hébergement, vous pouvez après, une fois que vous avez la personne sur votre site, bien sûr, lui donner l'information que vous êtes un hébergeur, que vous proposez des chambres, des gîtes ou autres. Ok. J'aurais aimé en savoir plus sur vous. Peut-être quand même pouvez-vous utiliser l'onglet Q&R pour préciser quelle est votre activité, que je puisse prendre en exemple, voilà, des exemples plus parlants. En tout cas, prenez en compte le fait que l'utilisateur maintenant, il utilise des mots-clés qu'on appelle long train, c'est-à-dire des mots-clés comme la traîne de la mariée, hein, qui sont longs, donc c'est-à-dire des mots-clés où il y a plusieurs mots à l'intérieur. On ne va plus chercher donc camping lot. Voilà. Typiquement, on va plus chercher camping lot. On va chercher maintenant camping avec piscine, camping pour les enfants, camping responsable avec animaux, d'accord? Et camping responsable avec animaux dans le lot, tout ça, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé longue traîne. Et si vous vous positionnez sur des intentions de recherche beaucoup plus précises, c'est moins concurrentiel, donc vous avez plus de chances aussi d'être visible à ce moment-là. Ok, donc gîte, camping, propriétaire d'un gîte, hébergement, activité sportive, ok, musée, gîte aussi pour Alice, cabane insolite. Bon, ça va, je vois que je ne me suis pas trop trompée jusque-là. On parle bien des bons sujets, office du tourisme. Ok, super. Ouais, merci beaucoup. Alors Julia, il y a pas mal d'échanges par rapport à la visibilité des questions et des réponses dans l'onglet Q&R. Il y a des personnes qui les voient et d'autres pas. Donc en fait, il faut aller sur l'onglet toutes les questions et réponses pour les voir. Super, merci. Ok, on revient un petit peu sur les bases. Lorsqu'on parle de référencement naturel, il y a un peu deux dimensions. Il y a ce qu'il y a sur la page. Donc, généralement, c'est ce sur quoi vous avez la main directement sur votre site par rapport au contenu que vous allez poster, mettre en ligne sur votre site. Et il y a le référencement à l'extérieur de votre site, donc on appelle off-page, donc le on-page et le off-page. Le off-page, c'est plus, on va le voir, hein, mais votre réputation, la réputation du site, la notoriété de votre site, qui est un critère très important pris en compte par les algorithmes, hein, et donc qui a une influence avec les autres sites à l'extérieur de votre site. On va voir ça. Donc, tout d'abord, sur la page. On l'a abordé, la question des mots-clés. C'est très intéressant et important, hein, d'identifier le parcours utilisateur par rapport à votre offre et vous dire, et notamment donc dans le parcours de recherche et le parcours d'utilisateur donc liés au séjour touristique, souvent l'utilisateur aura besoin de plusieurs points de contact et de plusieurs recherches et prises d'informations avant de faire son choix de à quel hébergement il va aller, il va faire quoi, quelle activité et au-delà de ça, même quel endroit. Typiquement, on peut imaginer que pour les vacances de la Toussaint, un Breton ait envie d'aller en Occitanie, mais il n'a pas encore défini où exactement et il va commencer à faire des recherches, à passer de la phase de découverte et là à se dire, ok, eh bien, certains utilisateurs vont d'abord décider de savoir quel lieu, puis quelle activité et ensuite à la fin quel hébergement, ou alors quel hébergement et de cet hébergement-là qui me plaît, qui m'a séduite et séduit, alors eh bien, donc, j'en conclus le lieu et je choisirai les activités par la suite. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'ordre des informations, votre utilisateur passe dans son parcours d'une phase de découverte à une phase de considération qui est une phase un peu d'arbitrage, c'est-à-dire par exemple, ok, je sais que je veux aller dans le Lot, mais j'hésite entre un gîte, un camping, donc je suis une phase d'arbitrage, et une fois que j'ai fait le choix
par le contenu que j'ai lu ou que j'ai vu d'un camping, eh bien, parmi tous les campings, lequel je vais choisir. Donc, la phase de considération, elle est très importante, elle est très stratégique. On va voir que c'est important de donner du contenu sur votre site pour cette phase-là. Et après, il y a la phase de décision, qui est la phase vraiment du passage à l'action. Je réserve, j'appelle pour réserver, je contacte l'acteur touristique pour réserver un tour opérateur ou une activité pleine nature ou autre. Okay. Généralement, on n'oublie jamais sur son site d'être visible pour la requête de la phase d'action et surtout qu'il y ait une page sur votre site qui permette comme ça de réserver, d'appeler, de prendre contact. Mais on oublie bien trop souvent de s'assurer d'être aussi visible, de proposer aussi du contenu pour la phase de découverte et la phase de considération. Donc typiquement, en termes de mots-clés, une bonne stratégie, c'est de se dire, OK, j'ai fait une analyse avec certains outils, comme vous sont donnés à l'écran, donc par exemple Uber Suggest, Answer de Public. On va essayer de voir, je vais faire une démonstration avec l'outil Answer de Public, qui est un outil moi que j'adore, qui vous permet donc de relever toutes les questions posées sur les moteurs de recherche par rapport à un mot-clé particulier. Donc, par exemple, on va se mettre en France et en français. Vous faites bien attention de ça. Vous avez 3 recherches gratuites par jour. Donc là, je vais chercher le mot camping. Soyez large au début pour ne pas vous fermer. Si vous mettez déjà camping responsable, ça vous ferme un peu d'éléments de réponse. Donc là, on retrouve 88 questions. Vous voyez, c'est énorme, qui sont donc associées aux mots-clés interrogatifs. Donc là, on a une vue qui nous fait un peu tourner la tête. Ce n'est pas très agréable. Vous pouvez cliquer ensuite ici sur Data pour avoir les résultats donc ordonnés. Et là, donc, on voit par mots-clés les questions qui sont posées. Alors là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui sont relatives au camping-car. OK. Mais par exemple, là, on voit comment trouver un camping. OK. Toutes ces questions-là sont réellement posées par les utilisateurs sur les moteurs de recherche. Donc, vous voyez qu'on pose beaucoup des questions qui commencent par un mot-clé interrogatif. Donc là, pourquoi un camping 5 étoiles? Donc là, on comprend qu'en fait, derrière ça, c'est la question, qu'est-ce qu'un camping 5 étoiles? Quels sont les critères d'un camping 5 étoiles? OK. Donc, si vous apportez la réponse à cette question, vous pouvez vous faire découvrir à ce moment-là. Camping quand il pleut, OK, c'est intéressant. Quand réserver pour un camping, donc là, c'est intéressant aussi de répondre à cette question. Quand il fait froid, quand on est mineur, j'ai vu ça, etc., etc. OK, qui accepte les chiens. Donc là, vous voyez qu'on voit que c'est une requête posée. Donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez traiter cette réponse. Et vous voyez que pour la phase de découverte, typiquement, donc répondre à la question camping qui accepte les chiens ou du moins les animaux, eh bien, vous pouvez vous dire, OK, je cherche à être visible pour cette requête-là. Donc, je vais créer du contenu, je vais créer une page sur mon site qui répond à sa question. Et ce sera pour un mot-clé de la phase découverte. Stratégiquement parlant, vous pouvez donc associer un mot-clé, une idée pour la phase de découverte et un pour la phase de considération. Donc, par exemple, typiquement, donc, les critères d'un camping, et je vais te donner la parole, Kevin, après, les critères pour quels sont les critères d'un camping responsable ou autre, et au moins, vous permettez d'apporter du contenu pour la phase de découverte, pour la phase d'arbitrage, de considération, et après, vos contenus pour la phase de décision, ça va être la présentation de votre activité en tant que telle. Mais ça, généralement, on ne l'oublie jamais. Oui, Kevin. Oui, je voulais je voulais écrire une réponse à Anne-Laure Detienne qui nous pose la question. Mais si tout le monde fait bien le référencement perd de son intérêt.
Il se trouve maintenant qu'il y a des quantités illimitées en fait, de mots-clés sur lesquels se positionner. Tout le monde ne peut pas être positionné parfaitement sur toutes les requêtes. L'idée, c'est de choisir son cheval de combat et puis d'essayer de se positionner au mieux sur une poignée de mots-clés extrêmement pertinents. Voilà, il y a 10 places en première page. Donc, à vous d'essayer de trouver votre positionnement, vos positions. Exactement. Et puis, ça évolue beaucoup. Hein, le SEO, c'est effectivement un marathon. Hein. Il n'y a pas de course vraiment à gagner. C'est quelque chose de longue haleine. C'est ça. On va voir qu'avant tout, il faut proposer un contenu qualitatif pour l'humain qui donne des informations qui peuvent donc séduire le visiteur de votre site et lui apporter toutes les informations dont il a besoin pour organiser son séjour et réserver vos activités ou votre hébergement. Bien, comme vous le dites très bien, Kevin, l'idée, c'est de vous positionner donc sur certains mots-clés, certaines recherches. Vous ne pouvez pas traiter de tous les sujets, vous ne pourrez pas être visible sur tous les sujets, mais voilà, c'est de choisir ce qui vous parle le plus. Et là, vous voyez, je vais répondre du coup en ce sens. Cet outil, Answer de public, vous voyez ici, pour une certaine question, il y a des bulles vert foncé jusqu'à vert clair. Vert foncé, c'est les questions les plus posées. Donc, potentiellement aussi, celles où il y a le plus de concurrence, où il y a plus de sites qui ont déjà répondu à la question, donc quel camping-car choisir. Par contre, celle vert clair, c'est celle qui est la moins posée. Quel camping-car pour vivre à l'année? D'accord. Bon, là, encore une fois, j'ai juste mis camping, donc on prend camping-car, mais vous comprenez, vous pourrez faire le test avec vos propres mots-clés. Donc là, vous pourrez faire vous-même un choix, de vous dire, bon, ben, je vais peut-être choisir une question intermédiaire, donc au milieu, la personnaliser à mon activité, à ce que moi je présente, et essayer de voir si ce n'est pas trop concurrentiel. Et petit à petit, vous allez recevoir du trafic par les personnes qui ont cherché cette question. Donc là, vous avez cette lecture de bulles vert foncé à vert clair sur cette vue-là. Et sur la vue ordonnée, eh bien, finalement, il faut vous dire que l'ordre est décroissant. C'est-à-dire que là, alors là, on va plutôt en espagnol. Donc, par exemple, quel bon, il y a certaines questions qui reviennent d'un mot-clé interrogatif à l'autre, mais typiquement, dans quel camping-car choisir? Eh bien, ici, vous avez la question qui est la plus posée en volume de recherche, et la dernière, c'est celle qui sera la moins posée. Donc voilà, peut-être prendre intermédiaire. OK. Sachez, pour répondre à la question, du coup, j'ai plus votre prénom sous les yeux, mais Marie-Laure, je crois, mais c'est très rare que les sites aient toutes les bonnes pratiques et ce, sur la même recherche que vous. Donc, vous inquiétez pas, il y a du travail, donc il y a de la place pour tout le monde. Si déjà vous faites tout bien, vous allez voir un changement, vous allez pouvoir gagner en visibilité dans le temps, mais il y a de la place à se faire. Donc, je vous laisse prendre en photo, et du moins vous l'aurez en replay, cette diapositive qui reprend un peu les bons critères sur la page, c'est-à-dire par rapport à votre contenu. Là, ce qui est très important, votre contenu doit être agréable. Et je vais répondre à votre question, Christophe, mais doit être agréable et pertinent pour un humain. C'est vraiment l'humain avant tout. Donc, la qualité de la valeur de ce que vous apportez dans vos paragraphes, la qualité de la rédaction et une bonne rédaction, qui permet une bonne lecture et une rédaction qui est composée de phrases courtes, de phrases claires et précises. Pensez à la navigation sur mobile. Parce qu'on est sur mobile, on a un écran réduit, on est moins à l'aise pour lire des paragraphes et des paragraphes. Sachez aussi que je vous parle de rédaction, mais finalement, le plus important, c'est de donner l'information la plus claire et la plus rapide possible. Et donc, souvent, la meilleure façon de répondre à une question, c'est d'y répondre avec des tirets, avec une liste avec des tirets, une liste à puces, une liste à ronds, ce que vous voulez, mais finalement de se dire, OK, si je peux traduire la réponse avec des tirets, ben, je ne vais pas faire des paragraphes, parce que c'est très bien comme ça. Christophe, la réponse est non, bien entendu, même si on voit que sur cet outil que je vous ai présenté, que certaines questions sont posées avec des fautes d'orthographe, l'algorithme sait par contre reconnaître que
même si l'utilisateur fait une recherche de mots-clés avec des fautes, vous traitez la question sans faute et l'algorithme verra que c'est la même chose. Ok. Donc non, vous faites du bon français, vous formulez les questions bien comme il faut, sans faute d'orthographe, et vous serez visible tout autant pour les recherches synonymes qui seront presque les mêmes, mais avec des fautes d'orthographe près. Ok, donc qualité avant tout pour l'utilisateur, c'est fini les pratiques où on mettait un bourrage de mots-clés dans le même paragraphe, on mettait le mot-clé 5 fois pour se dire que c'est comme ça, le robot le prendra bien en compte. Non. Dans le niveau 1, on aborde l'importance de bien baliser votre contenu, d'utiliser les balises H1, H2. On va le voir par la suite. On l'aborde à nouveau ici. Mais effectivement, votre capacité à être bilingue, c'est la capacité donc à fournir la bonne information à l'humain, mais de la mettre aux bons endroits, les endroits qui vont être scannés par les robots, où les robots vont regarder ce que vous avez mis dans ces balises-là et si ça correspond à ce que recherche l'utilisateur. On va le voir. Alors, petite audit pour savoir où en est votre site. Ça m'est arrivé en coaching de voir des personnes qui travaillent le contenu de leur site et finalement, certaines des pages très importantes de leur site n'est pas indexée. Donc ça, c'est un gros problème. L'indexation, c'est le fait que votre page existe, ok, mais qu'elle est en capacité d'être diffusée parmi les résultats de recherche. Par exemple, des fois, il y a des pages de notre site, on n'a pas besoin qu'elles soient référencées, enfin qu'elles soient indexées. On n'a pas besoin qu'à un moment donné, elles apparaissent parmi les résultats de recherche. Typiquement, les pages de remerciements, de réservation, les pages de politique de confidentialité, ce genre de pages, on n'a pas besoin qu'elles soient indexées, c'est-à-dire des résultats potentiels sur Google. Elles existent, elles peuvent être consultées par l'utilisateur, mais pas besoin qu'elles soient indexées. À l'inverse, des pages très stratégiques, c'est important de contrôler qu'elles y soient. Donc, on va avoir un outil qui nous permet par la suite de contrôler quelles sont les pages qui sont indexées. Mais avant ça, je vais vous présenter une commande, une bonne pratique, ça s'appelle comme ça, une commande qui vous permet de voir toutes les URL, donc toutes les pages qui sont indexées sur votre site. Est-ce qu'une personne parmi vous peut me donner le nom de son site ou de son activité ? La sirène, ok. Donc là, vous voyez, alors, je vais prendre le premier, alors je ne vois plus. Ah oui, lasirène.fr, ok. Donc, la commande, par exemple, donc tout d'abord, c'est de mettre, alors c'est site, la sirène. Alors, si je fais juste comme ça, ou je dois faire le .fr, du coup, je ne sais plus. .fr. Ok. Donc, j'ai une première commande. Donc, c'est une... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est une astuce à faire. C'est d'aller sur la barre de recherche et de taper site.lasirène.fr. Et là, déjà, de voir, effectivement, donc là, si votre site ressort bien, et de commencer à en voir, en fait, toutes les autres pages. OK ? Mais on voit aussi potentiellement d'autres sites qui ont lasirène.fr. Bon, après, Olympique Lyonnais, c'est un peu bizarre. Mais d'autres sites qui reprennent un peu le même site. On peut faire cette commande avec URL. Donc, vous mettez in URL. Et là, on voit tous les sites qui ont la sirène dans l'URL. Attendez. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plusieurs résultats, hein, bien sûr, mais vous pourrez contrôler que vos URL y soient bien. OK ? Donc ça, c'est une bonne façon de contrôler que votre site existe bel et bien
sur Google et la capacité à être visible parmi les résultats de recherche. On va vous mettre dans les liens envoyés par mail et après qui sera mis sur le site pro du CRT, un article qui vous explique comment utiliser toutes les commandes Google, à savoir les in URL, il y a les in title, à savoir en fait pour faire en fait un audit, une analyse de toutes les pages qui ont dans le titre le mot la sirène et pour faire un état des lieux d'une thématique ou autre, par exemple. Là, si je mets un espace, ce sera mieux, je pense. Voilà. Vous voyez ici, j'ai que des résultats où il y a le mot la sirène, la sirène, la sirène dans le titre de la page. Et donc, ça vous permet de faire comme ça aussi un état des lieux. Par exemple, si vous voulez vous mettre sur camping nature, OK, bon, ben, in title camping nature, et vous pouvez rapidement voir quels sont les contenus qui existent autour de cette thématique et essayer de vous positionner différemment. OK. Donc ça, c'est une commande assez intéressante. Il existe plusieurs outils pour contrôler de la qualité technique de votre site. Il faut savoir que parmi les critères très importants pour être bien diffusé par l'algorithme de Google, il y a des critères techniques, notamment liés à la vitesse de chargement de votre site. Encore une fois, la mission de Google, c'est de proposer parmi les meilleurs résultats de recherche des sites qui offrent une très bonne expérience de navigation à l'utilisateur. Et donc, le temps de chargement du site est primordial comme un critère de bonne navigation. Vous voyez qu'ici, on vous recense plusieurs outils et on vous les mettra dans la liste des ressources complémentaires pour vous montrer un en exemple, tel que par exemple donc, page Speed Insight, qui est l'un des plus connus. Donc vous allez donc, sur page Speed. Vous ouvrez votre site, donc je vais aller sur le site donc lasirène.fr. Alors, est-ce que c'est votre site? Maxime, est-ce que c'est celui-là? Ah, camping. Ah, d'accord, bah, très bien. Ah, je vais y arriver. OK. Donc, vous prenez votre site et là, comme la plupart des outils fonctionnent, il suffit de copier-coller l'URL dans l'outil pour voir les résultats. Donc, les résultats, moi, j'aime bien ceux de page Speed Insight déjà parce qu'ils sont en français. Mais il faut se dire que vous n'allez pas avoir la main pour intervenir sur tout. C'est surtout pour contrôler la qualité technique, mais après d'envoyer les résultats à un développeur ou voilà, de faire appel à un développeur pour gagner, pour intervenir sur les points. Donc là, par exemple, donc. Donc, on voit que vous avez une performance sur mobile de vitesse de chargement de 42. Donc, il y a à améliorer. Et vous avez des indications ici, à savoir votre premier besoin, c'est de réduire des ressources de code, des ressources Java inutilisées et qui mettent longtemps, en fait, qui ralentissent la prise en compte donc, des lignes de code, du script, ralentissent l'affichage de la page. Vous avez des images qui ne sont pas au nouveau format web et des images hors écran. Donc, différer le chargement des images hors écran. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ce qui est bien, c'est que ça précise, vous ouvrez en fait le volet. Donc ici, ça vous dit quel millième de seconde vous pouvez gagner.
Mais ça vous précise vraiment de quelle image on parle et un peu voilà, précisément qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous avez certaines choses, c'est souvent lié aux images, l'élément pour lesquels vous pouvez intervenir vous, que ce soit en termes de poids ou en termes de dimension. Et après, ça va être de plutôt se rapprocher d'un développeur qui va pouvoir nettoyer un petit peu le code et les lignes de code de votre site et réduire donc le temps de chargement. On a toujours de meilleurs résultats. Vous voyez, si je clique sur bureau, on aura toujours des meilleurs résultats en version bureau, mais là, ça ne veut pas s'afficher. Je ne sais pas pourquoi, si je relance. Donc, je vous l'accorde, il y a certains vocabulaires qui font un peu peur, là, qui sont en anglais, mais c'est un peu les secondes, par exemple, d'attente pour que le premier contenu apparaisse, puis le contenu média, puis toutes les choses interactives, là où l'utilisateur aura besoin de cliquer ou d'intervenir pour faire quelque chose. Alors là, c'est très surprenant. Vous avez, ah non, non, mobile, alors je ne comprends pas. Bon, mobile, vous n'avez pas le même résultat que tout à l'heure, je ne comprends pas. En revanche, on peut voir que vous avez un critère 77 sur 100 sur bureau, donc c'est toujours le cas, c'est mieux. Mais voilà, il y a quelques bonnes choses à travailler. Kevin, vas-y. Une question effectivement pertinente. À partir de combien est-ce qu'on estime le score comme étant correct? C'est aléatoire. Enfin, je ne saurais pas vous dire un chiffre précis. On va dire que déjà, si vous êtes au-delà de 70, c'est pas mal. Ça dépend aussi de vos concurrents, hein, parce que la qualité de performance des sites qui arrivent avant vous. Parce que ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous pouvez copier-coller l'URL des concurrents, des sites qui arrivent devant vous et voir, eux, leur performance et essayer de faire au moins mieux, au moins pareil si ce n'est mieux. Mais c'est surtout de voir qu'il n'y a pas de gros problèmes. Vous voyez, là, il y a des ressources qui font perdre plus de 2 secondes, c'est beaucoup. S'il y a des problèmes d'image, etc. Souvent, ce qui ralentit le chargement, c'est si vous avez une grosse vidéo ou un gros carrousel en header, en début de page. Ça, finalement, c'est une pratique qu'on peut changer, qu'on peut enlever. Il vaut mieux mettre une belle image statique et après mettre des vidéos ou ailleurs dans le site que vous hébergez sur YouTube. Mais voilà, essayez de réduire toutes les ressources qui peuvent faire ralentir le temps de chargement. Mais voilà, moi je vous dirais d'être au moins dans la zone orange. Donc effectivement, en fait, orange, c'est entre 50 et 89. Et si ce n'est à hauteur des sites concurrents pour lesquels que vous voulez dépasser en fait en moment des résultats sur Google. On a un autre site qui est très important et je vous parlais tout à l'heure pour contrôler votre compatibilité mobile. Donc, on va faire le même exercice. Donc, c'est un outil qui s'appelle Test Optimisation Mobile. Là, pareil, copier-coller l'URL de votre site et on va voir donc les résultats. Donc, pareil, je vais rester sur Camping Sirène. Hop. Donc là, ça va vous donner déjà validation, est-ce que votre site est adapté et autrement, sûrement des recommandations. Si ce n'est pas adapté, ça peut être, donc soit il y a vraiment un problème d'écran, soit vous pouvez avoir des problèmes de contraste, de boutons qui se chevauchent sur la version mobile et le syndrome du gros pouce, d'accord? Essayez qu'il n'y ait pas trop d'éléments trop rapprochés sur une version mobile. Voilà, des choses comme ça. C'est un peu long, on regardera le résultat tout à l'heure, mais c'est très important de scanner votre site dans ce genre d'outils. Voilà. Donc, on est bon, la page est utilisable, OK. Alors, effectivement, c'est à l'échelle d'une page. Là, moi, j'ai copié-collé la page d'accueil, mais vous pouvez le faire sur toutes les pages importantes, stratégiques de votre site pour lesquelles vous voulez gagner en visibilité.
pour lesquels vous travaillez votre référencement naturel, vous avez positionné une requête, la qualité du contenu, etc. En fait, avec cet outil, c'est un outil, un sous-outil de la Search Console que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc là, si je voulais avoir de plus amples informations, eh bien, il faudrait accéder à la Search Console. Donc là, clairement, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas d'accès à la Search Console de Camping La Sirène, mais vous, de votre côté, vous pouvez avoir donc des plus amples infos en rentrant après dans la Search Console. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Pour terminer, voici des questions pour lesquelles vous pouvez vous poser pour contrôler la qualité de votre contenu sur la page. Votre contenu est-il assez clair? Est-ce qu'il donne toutes les informations dont a besoin l'utilisateur pour avancer dans son parcours, pour être convaincu par votre offre, convaincu de votre expertise, de votre professionnalisme? Est-ce que c'est agréable à lire et facile? Il faut vous dire que l'utilisateur, en 6 secondes, doit pouvoir identifier sur votre site qui vous êtes, où vous vous situez, qu'est-ce que vous vendez, à qui ça s'adresse, d'accord? Et un peu donc toutes les questions qui, quoi, comment, où, vous voyez? Donnez toutes ces informations-là en 6 secondes à l'utilisateur. Il doit aussi pouvoir, en 3 clics, accéder à l'objectif majeur de votre site, à savoir en 3 clics, on doit pouvoir être en capacité de démarrer le processus de réservation ou de pouvoir vous appeler ou de pouvoir remplir un formulaire de contact. D'accord? Donc, ça, c'est un peu, votre contenu doit aussi permettre rapidement de donner accès à l'action dans les boutons d'action, la prise de décision et donc de donner une information claire et précise. On aborde ici, mais je vais le faire rapidement parce qu'on l'aborde en profondeur dans la thématique de niveau 1, c'est l'importance donc de structurer votre page avec les titres. Donc, structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de bien choisir les bonnes balises pour y mettre vos titres. Les balises titres, on va les appeler les balises H1 ou titres. C'est-à-dire que vous, si vous avez la main pour ajouter du contenu sur votre site, des paragraphes et des titres, lorsque vous mettez votre curseur au niveau du titre, vous verrez titre 1, titre 2, titre 3, ou alors H1, H2, H3. Cela, ça fait référence donc à la balise dans laquelle vous mettez votre titre. Et là, attention, c'est très important d'intégrer cette notion qu'il doit y avoir de façon obligatoire et unique un seul H1. Le H1, c'est le grand titre de votre page. Un seul et unique H1 par page. Ça se fait par page. Et puis après, on peut avoir de façon conseillée plusieurs H2, comme si on fait une rédaction à l'école, on a un grand titre, puis après on a donc un plan détaillé, un grand 1, un grand 2, un grand 3. Ce serait 3 titres de rang H2 et potentiellement facultatifs, des petits 1, petit 2, petit 3. Ce seraient des titres de rang 3, etc. Mais en tout cas, de façon obligatoire, chacune de vos pages doit avoir un H1 unique. Et il ne suffit pas de le remplir, il suffit de le remplir, il faut le remplir de façon stratégique, intelligemment. Dans votre H1, cela doit être la requête pour laquelle vous voulez être visible. La phrase, la question qu'on a identifiée au début, qu'est-ce qu'un camping 5 étoiles, c'est ça que vous devez positionner en H1. Ce qu'il y a dans votre H1 doit être une requête qui peut être posée sur Google ou sur un moteur de recherche. Donc typiquement, un titre bienvenue sur mon site, bienvenue au camping Intel, notre domaine d'activité, notre nouveau domaine d'activité ouvre ses portes. Vous voyez, tout ce genre de phrases, oui, c'est important de le mettre pour que ce soit lu par un humain, mais vous ne le mettez pas dans la balise H1. Vous le mettez en champ paragraphe ou alors
à partir de la balise H3, H4 par exemple. D'accord? Mais vraiment, c'est très important que dans le H1, on doit pouvoir extraire ce que vous avez mis en titre 1 et ça puisse être une requête potentielle recherchée sur un moteur de recherche. J'espère que ça, c'est clair. Ensuite, je vous parlais du référencement off-page, celui qui existe donc à l'extérieur de votre site. Et là où vous avez la main, mais de façon plus indirecte. Et je vais vous parler aussi avec une métaphore. En tant qu'être humain, normalement, on aime bien exister parmi les autres, exister parmi la société, parmi un groupe. On aime bien connaître des gens, que des gens nous connaissent. On aime bien parler des gens qu'on connaît et que d'autres personnes parlent de nous ou nous recommandent, normalement. Eh bien, il faut se dire que votre site Internet, c'est la même chose. Votre site Internet, il n'a pas envie d'exister tout seul dans son coin. Il a envie d'exister parmi le reste du monde, parmi les autres sites Internet. Il a envie de pouvoir être lié aux autres sites, renvoyer vers d'autres sites et que d'autres sites renvoient vers votre site. Il a envie, votre site, voilà, a envie de faire partie d'un groupe, d'être connecté avec des sites qui lui ressemblent, avec voilà, une communauté, comme nous, on le fait en tant qu'être humain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu le net linking. Le fait de travailler, eh bien, le fait d'avoir des liens avec les autres sites, des liens sortants, c'est-à-dire que vous mettez des liens qui permettent à l'utilisateur de découvrir d'autres sites qui sont complémentaires, qui apportent une information complémentaire à celle que vous donnez, et des liens entrants, c'est-à-dire des sites qualitatifs qui renvoient vers vous. Et ça, pour Google et pour les moteurs de recherche, c'est un critère de notoriété, c'est un critère de qualité. Plus il y a de sites qui pointent vers vous, plus on considère que s'ils le font, c'est que votre site est qualitatif et alors il mérite d'être diffusé parmi les meilleurs résultats de recherche. Donc, travailler le fait que d'autres sites pointent vers vous, c'est un travail, c'est un marathon, hein, on ne le fait pas en une journée, ça se fait dans le temps, mais là, on commence à être dans des pratiques de référencement niveau 2, niveau 3. Donc, c'est ce qu'on va appeler les backlinks. Les backlinks, c'est le fait d'avoir des liens qui pointent vers votre site. Tout d'abord, vous pouvez faire la liste des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc, que ce soit des fournisseurs, si vous avez une offre de restauration par exemple, que ce soit des partenaires touristiques que vous pouvez recommander. Vous êtes un hébergement, vous travaillez avec les restaurants autour de vous, avec les partenaires des activités pleine nature autour de votre hébergement, avec les offices du tourisme, avec les activités qu'on peut faire en groupe ou en famille, etc. etc. Les partenaires, comme on le ferait pour faire du commerce de proximité et un peu de bonnes stratégies commerciales, eh bien, c'est intéressant de le faire aussi sur les sites Internet et de s'assurer, eh bien, voilà, comme ça, de profiter de la visibilité et du trafic reçu sur les autres sites et que cet autre site mette un lien vers le vôtre. Et là, vous allez gagner donc en critères de popularité du côté de Google et ça va vous faire gagner en points positifs, en points bonus pour être diffusé parmi les meilleurs résultats de recherche. Donc, les stratégies de backlinks, si je suis totalement honnête avec vous, ça commence à avoir un vrai impact sur votre classement par rapport à une certaine requête, hein, encore une fois, à une certaine hauteur, à un certain volume de backlinks. Il ne suffit pas qu'il y ait 2 sites qualitatifs deux de vos partenaires qui pointent vers vous pour que ça fasse une différence drastique. Non. Mais c'est un début. Et c'est par contre une stratégie, c'est un critère, un élément SEO qui a énormément d'importance. Enfin, qui vraiment... si vous n'en avez pas, en fait, c'est surtout ça. D'en avoir
pour qu'il y ait vraiment une différence, eh bien, il faut travailler et avoir plusieurs dizaines, voire même une petite centaine, si ce n'est plus, de liens de sites qui pointent vers le vôtre. Mais plus vous allez apporter du contenu qualitatif, plus vous allez parler des critères des 5 étoiles, des gîtes de France, etc., etc., ben, plus vous allez pouvoir enrichir la sauce, faire en sorte qu'il y ait des sites qui pointent vers vous et des blogs, des personnes qui parlent de votre thématique et qui vont aussi identifier votre site comme étant un site qualitatif, expert d'une certaine information. Okay. Mais c'est surtout le fait que ne pas le faire va bloquer au bout d'un moment votre performance, va bloquer au bout d'un moment votre capacité à être plus visible que les autres. Si vous n'avez pas de backlinks, pareil, puisque c'est un critère énormément pris en compte parmi les critères de popularité, de qualité de votre site, bah, si vous n'en avez aucun, vous n'allez pas pouvoir en fait dépasser les frontières du reste du monde, quoi. Donc au début, on commence à le travailler. Kevin, je te donne la parole juste après. Au début, on commence à le travailler avec les moyens du bord, donc en faisant le tour de nos partenaires. Là, on peut faire des échanges de liens, donc gratuitement. Hein. Si la personne met un lien vers votre site, et bien vous mettez un lien vers son site. Et petit à petit, on peut aller identifier, vous pouvez identifier les sites importants de plus grande envergure, parce que plus des gros sites, des grands sites importants pointent vers vous, plus ça vous donne des points de bonus rapides, enfin plus. Voilà. Et là, potentiellement, il y aura une démarche payante pour que vous allez peut-être payer pour que la personne donc eh bien, fasse un article sur vous ou intègre votre site dans une phrase de leur contenu, etc. Oui, Kevin. Il y avait la question des réseaux sociaux. Est-ce que les backlinks qui proviennent de Facebook, par exemple, sont importants? Est-ce qu'ils sont utiles? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens que plus vous avez quand même de backlinks, même les réseaux sociaux inclus, plus ça va donc faire amener du trafic. Et le fait d'avoir du trafic sur votre site permet dans tous les cas de faire monter la mayonnaise. Par contre, déjà, les réseaux qui correspondent à vos réseaux, de votre empreinte digitale, ça a moins de force que si ce sont les autres qui pointent vers vous. Encore une fois, le degré de popularité, vous ne pouvez pas vous l'apporter vous-même. C'est si les autres vous l'apportent. Au-delà de ça, l'algorithme des réseaux sociaux n'est pas le même que l'algorithme des sites Internet indexés sur Google. Donc, ça apporte pas, on ne parle pas vraiment de netlinking et de stratégie de backlinks lorsqu'on le fait entre un réseau social et un site Internet. C'est vraiment plus de poids lorsque c'est d'un site à l'autre. Je me permettrais de compléter là-dessus concernant, si je peux me permettre. Bien sûr. Les réseaux sociaux utilisent des liens externes qu'on appelle des nofollow. C'est-à-dire que pour Google, quand il explore Facebook et qu'il voit un lien, Facebook lui dit « ne suis pas ce lien ». Donc Google ne suit pas le lien. Donc, autrement dit, un lien sur Facebook qui pointe vers votre site, la seule chose qu'il pourrait faire de bien, c'est d'amener du trafic sur votre site. Ça, évidemment, c'est important. Ça fait partie des bonnes pratiques, des bonnes choses pour le SEO. Plus il y a de monde sur un site, et mieux il sera référencé. Mais ça ne sert à rien d'avoir 150 liens qui proviennent de Facebook vers votre site. Ça n'aura pas d'impact à part ça. Par contre, il existe un réseau social qui a des liens do-follow, donc des liens qui fonctionnent bien, et c'est Pinterest. Pinterest, n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser, parce que c'est une technique assez simple pour avoir des backlinks assez intéressants, qui ne sont pas non plus les meilleurs, mais assez intéressants. Donc voilà, petite astuce. Merci beaucoup, Kevin, c'est top. Effectivement, là, aujourd'hui, on n'aborde pas la question des réseaux sociaux, mais Pinterest, si vous avez un site sur lequel vous dépensez beaucoup d'énergie pour créer du contenu, notamment des articles de blog, ou en tout cas, si vous traitez souvent de nouvelles thématiques, vous répondez à de nouvelles questions, vous apportez du contenu avec de la valeur, etc., eh bien, amortissez toute cette énergie et tout ce temps investi pour
faire tout ça sur votre site en utilisant Pinterest, parce que Pinterest va clairement, c'est un pont, si ce n'est, moi j'aime bien dire, c'est un viaduc pour mettre en valeur votre site, pour mettre en valeur vos articles de blog, vos contenus, et effectivement, ça a un impact en termes de backlinks. Donc, merci beaucoup, Kevin, pour cette précision. Ok, on va rentrer dans la partie… Oui. Je me permets aussi du coup une question. Est-ce qu'à l'inverse, de mettre des liens sortants sur son site, ça pénalise ou pas? Alors, techniquement, non, ça ne va pas pénaliser. Et puis, c'est bien vu hein, de faire des liens sortants. Vous devez vous aussi pointer vers les autres, surtout parce que de façon en fait stratégique, si la personne pointe vers vous, elle aura sûrement envie aussi que vous pointez vers elle, donc vous mettiez un lien sortant. Et ça apporte pas de points malus, si ce n'est qu'effectivement, si vous faites sortir le trafic, bon, au mieux, vous pouvez garder le plus longtemps possible sur votre site, mieux c'est, mais ça reste intéressant. Par contre, ne pas en faire trop et s'assurer d'avoir un bon équilibre avec les liens entrants. Kevin, je te donne la parole après, tu me dis si tu es d'accord. En revanche, ça, même j'en parle quand même par rapport aux réseaux sociaux. Les algorithmes des réseaux sociaux, pour le coup, pénalisent le fait d'avoir des liens sortants de la plateforme. Typiquement, Facebook n'aime pas du tout lorsque vous invitez l'utilisateur à cliquer sur un lien qui est dans une publication et que vous faites sortir la personne de Facebook ou d'Instagram ou autre. Donc, pour le coup, ce côté point malus avec un lien sortant, on va le retrouver sur les réseaux sociaux. Mais selon moi, Kevin, tu me dis si tu es d'accord, ça n'apporte pas de malus sur un site. Alors, le fait d'avoir des liens sortants sur un site, c'était mis à jour pendant il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il vaut mieux avoir un minimum de liens sortants depuis son site, effectivement. Voilà, c'est mieux, ça conserve le jus, comme diraient les spécialistes. Oui. Après, moi, je pense qu'effectivement, un équilibre, si ce n'est donc d'avoir plus de liens entrants que de liens sortants. Et c'est là où, en fait, comment vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de liens qui pointent vers vous que vous pointez, c'est grâce à la qualité de votre contenu. C'est-à-dire que les gens ne vont, les autres créateurs de contenu, qui font des articles de blog, qui répondent à des questions, etc., ils vont pouvoir, à un moment donné de leur recherche, identifier que votre site a apporté une information précise, qualitative, et alors ils vont vous citer sans même venir en fait vous contacter pour demander de faire un échange de liens. Et plus vous apportez de la valeur, plus les autres sites auront envie de renvoyer vers votre site comme information complémentaire. Mais si vous avez un site qui apporte pas plus d'intérêt pour une autre personne, alors c'est là où vous allez être un peu bloqué et par la stratégie de donnant-donnant, échange de liens, et là, un lien entrant, un lien sortant. C'est là où, tant mieux, ça fait quand même un lien entrant, mais puisque vous avez un lien sortant et que c'est égal, ça apporte du point bonus, mais ce n'est pas autant que si vous aviez plus de liens qui rentrent que qui sortent. Ouais, et du coup, pour compléter, pour répondre à Aurore aussi, qui nous demande comment est-ce qu'on fait de l'échange de liens, à quoi ça sert si on perd la puissance en la redonnant aux autres. Alors, ce n'est pas tout à fait un système de vase communicant, hein. C'est-à-dire que quand vous faites un lien vers quelqu'un d'autre, vers un site extérieur, vous ne perdez pas la puissance qu'on vous a donnée en vous faisant un lien. Donc, un échange de liens, ça reste positif pour les deux partenaires, dans tous les cas. Avoir des liens qui pointent vers ceci, c'est toujours bien. Et pour répondre à Céline qui nous demande, quand on est sur un site qui propose des destinations différentes, des excursions qui pointent vers les petits copains, dans ce cas, on peut très bien faire des liens nofollow. On peut très bien avoir une page avec 75 liens nofollow, parce que l'intérêt de cette page, c'est d'avoir du trafic, c'est de donner de l'information pertinente, et ça, c'est bien. Et si on ne veut pas perdre de la puissance de cette page, eh bien, on peut très bien dire, moi, je veux bien faire des liens, mais ils n'ont pas de poids pour ceux vers qui je pointe le trafic. Donc, des liens donc nofollow pour répondre à la question de Céline. Top, merci beaucoup.
Est-ce que je peux me permettre encore une petite parenthèse? Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'hébergeurs là parmi les participants, et certains ont leur propre, site de vente différent d'un book d'accueil. Dans le book d'accueil numérique, qui est aussi un site en ligne, on peut mettre plein de liens sortants parce qu'on est tenté de donner des infos sur les activités dans les environs, sur les restaurants, sur plein de choses. Et ce book d'accueil, il n'a pas besoin d'être référencé aussi bien que son site de vente. Il vaut mieux même pas d'ailleurs qu'il soit référencé aussi bien parce que il peut passer devant le site de vente. Donc la priorité, c'est quand même le site sur lequel on réserve son hébergement. Et c'est une petite astuce qui peut peut-être permettre de mettre les liens sortants, non pas sur son site de vente, mais sur ce book d'accueil. Et par contre, récupérer les liens entrants des partenaires sur son site de vente. C'est une question stratégique. Oui, tout à fait. Tout à fait, merci Frédéric. Donc, vous pouvez voilà, utiliser cette stratégie. Il faut savoir que de toute façon, le référencement naturel, il y a plein d'étapes. Il y a des bonnes pratiques de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Au tout début, pour répondre à Céline, à Aurore, au tout début, on fait un échange de liens. Petit à petit, on essaye d'avoir plus de liens qui rentrent que qui sortent. À savoir, dans la stratégie de Frédéric, au début, c'est une bonne stratégie d'avoir une plateforme donc diverses qui renvoient vers votre site, mais il faut savoir qu'un lien qui pointe vers votre site aura encore plus de force lorsque ce lien-là sera parmi un paragraphe, sera parmi un contenu, et un contenu qui apporte lui-même de la valeur lorsqu'il est lu sur l'autre site. Et là, alors, il y a un lien sur votre site en complément d'information. Mais on fait petit à petit. On ne peut pas tout faire. Déjà, de recevoir des liens, c'est déjà bien. Que ce soit des liens sur une liste de partenaires ou d'hébergeurs, etc., c'est bien. Mais après, petit à petit, voilà, on travaille, on maximise dans le temps. Mais déjà, si vous êtes sensibilisé à cet échange de liens aujourd'hui, c'est l'objectif. OK. Je vais essayer d'être synthétique pour terminer les 10 minutes qui nous restent. S'il y a un outil que vous devez installer, alors vous devez rien, on ne doit rien dans la vie, hein, mais que je vous conseille d'installer pour travailler votre référencement naturel et consolider votre visibilité sur Google, c'est la Google Search Console. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est un petit peu le carnet de santé d'un site internet. Au même titre que l'on va tenir un carnet de santé dès la naissance d'un enfant, eh bien, idéalement, on installe la Search Console le plus tôt possible à la mise en ligne du site. Après, il vaut mieux tard que jamais. Mais la Search Console va vous permettre, quand vous travaillez votre contenu ou que vous ajoutez de nouveaux textes, paragraphes, de nouvelles pages, ça va permettre d'accélérer l'indexation, donc la prise en compte par les robots que votre nouvelle page est publiée, que vous avez reformulé, revu vos balises H1, H2, retravaillé vos paragraphes. Et vous n'allez pas attendre que le robot passe périodiquement, peut-être dans 1 mois, dans 3 mois sur votre site, et rescanne et reprenne en compte le nouveau contenu. Vous allez en fait l'envoyer, le soumettre à l'indexation un peu manuelle pour accélérer cette nouvelle prise en compte. Au-delà de ça, et je vous montre en image, donc la Search Console et l'endroit, donc bienvenue dans la Search Console, vous allez pouvoir avoir le rapport du nombre, donc là on est sur 3 derniers mois, mais vous pouvez mettre une plage de date personnalisée. Le rapport qui vous indique le nombre total d'impressions, donc c'est le nombre de fois que votre site a été diffusé parmi les résultats de recherche, mais ça peut être à la page 5, 6, 7, comme à la page 1, et le nombre de clics. Vous voyez que là, on a une position moyenne de 20, qui n'est pas une bonne position, mais là, c'est un site qui est un petit site qui ne travaille pas beaucoup sur référencement naturel, mais ça nous donne les mots-clés pour lesquels eh bien, vous avez eu donc des impressions, donc votre site a été diffusé parmi les résultats de recherche, et là où vous avez eu des clics. Donc, c'est intéressant pour identifier. Par exemple, donc là, c'est un site en fait d'une auteure qui écrit des romans, des nouvelles, des poèmes, et qui écrit aussi des articles de blog. Et typiquement, on voit que la requête « Commencer à écrire », elle a fait un article de blog, quelles sont les étapes pour commencer à écrire. Donc, c'est bien, on voit que le robot a bien compris qu'il pouvait commencer à diffuser le site sur cette requête-là, parce qu'il y a un contenu qui traite, qui donne de la valeur sur cette thématique, mais
on l'a pas encore très bien, le référencement n'a pas encore très bien été travaillé sur cette requête, alors potentiellement que les mots commencés à écrire tels quels ne sont peut-être pas en H1, sont peut-être pas bien positionnés dans les balises. On peut le retravailler de meilleure façon parce qu'en fait, il n'y a eu qu'un seul clic. Donc, sur 56 fois où le site a été diffusé parmi les résultats de recherche, il n'y a eu qu'un clic. Donc, peut-être que sur 56 fois, il y a eu une diffusion, mais en page 2 ou en page 3, et donc il n'y a pas eu de clic. Okay, mais c'est un outil qui vous dit, OK, je vois sur quel conseil pour écrire, c'est pareil, on voit mon nom parce que j'ai créé le site en fait, donc mon nom est rattaché au site. Forcément, il n'y a pas eu de clic, ok. Mais ça peut vous donner des indices sur, ok, je vois sur quel mot-clé je commence à être bien pris en compte par le robot, mais j'ai besoin de travailler davantage les bonnes pratiques autour de ce mot-clé pour gagner mes performances. Voilà. C'est aussi un outil qui va vous envoyer des mails pour tout problème technique, problème de santé, okay, comme un carnet de santé, concernant justement l'ergonomie mobile, la version mobile et d'autres indications. Je vous passe les détails, mais là, pas de pression parce que vous recevez des mails lorsqu'il y a un problème. Vous n'avez pas à regarder tous les jours. Okay. Donc, intégrer la Search Console, c'est quelque chose qui se fait rapidement et qui est vraiment, pour moi, l'outil indispensable sur lequel s'appuyer pour contrôler votre avancée, vos bonnes pratiques en référencement naturel et la bonne santé de votre site. Je vais avancer un petit peu sur ces slides. Je vous laisse prendre alors ça en photo, cette slide qui vous donne un peu la priorité des actions. En référencement naturel, moi j'aime bien dire qu'il y a les fondamentaux, puis il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 et in fine. Donc rien ne sert de faire plus si les fondamentaux ne sont pas faits. Et là, c'est une bonne idée des priorités. Alors, il y a plein d'actions qui ne sont pas listées ici. Mais par exemple, bien travailler ces balises H1 ou titre 1, titre 2, titre 3, c'est la base. Puis, balises title et métadescription, c'est abordé dans le niveau 1. Je ne l'aborde pas aujourd'hui, mais c'est la priorité numéro 2. Ensuite, on s'attache à créer un contenu enrichi de qualité qui apporte de la valeur pour un humain. C'est 3. Ici, on essaye d'avoir des liens à l'intérieur. Voilà. Et après, mettre en place un sitemap, des données structurées. Sitemap, on le fait avec la Search Console. Je vous passe les détails aujourd'hui. Ça me paraît un peu trop. Mais si vous voulez aller plus loin en coaching individuel, totalement sans frais, on peut le faire. Je vais vous redonner les infos à la fin. Et données structurées, c'est du niveau supérieur. Mais c'est bien de le noter et de pourquoi pas, si vous êtes curieux, d'aller voir ce que c'est. Mais c'est pour un niveau supérieur. L'attente, la patience, rappelez-vous, on ne s'entraîne pas pour un marathon en un seul entraînement. On donne de l'endurance, de la patience et de la rigueur. Donc, c'est ça qu'on doit attendre et faire face au référencement naturel. Vous voyez, j'ai travaillé pour un site qui vient d'être mis en ligne. OK. Je vais vous montrer avec la Search Console. Eh bien, pour le moment, ça vient d'être mis en ligne. Pour le moment, je n'ai qu'une seule page indexée. Je n'ai pas mes 4 pages importantes. J'en ai qu'une qui est indexée parce que ça prend du temps. Et petit à petit, les autres pages vont être prises en compte et ça va avancer. D'accord ? Donc, référencement naturel et vos efforts vont prendre un peu de temps pour être bien pris en compte par les robots. Il faut se dire que les résultats et le monde du web n'a pas attendu votre site pour apporter une information. Donc, rigueur et qualité d'information. L'analyse, comme toute stratégie digitale, c'est primordial. On va voir que Google Analytics va être un bon outil pour analyser la qualité du trafic que vous recevez sur votre site. On a fait en septembre la conférence de niveau 1 concernant Google Analytics et on présentera le niveau 2 en novembre. Donc, avant le niveau 2, je vous invite à regarder le replay pour vous remémorer ou alors vous mettre consulter pour la première fois la thématique parce que voilà, une fois que vous recevez du trafic, c'est important d'identifier donc qui sont ces personnes, d'où
viennent-elles, quel comportement elles ont sur votre site, sur quelle page ils passent le plus de temps, etc. etc. Donc, voilà, ici, une idée des questions et des informations que vous allez pouvoir avoir avec Google Analytics. Certaines de ces informations demanderont des configurations, c'est-à-dire que ce n'est pas relevé nativement par l'outil. Ça va demander de personnaliser votre outil, de configurer certaines choses qui demandent, je vous l'accorde, certaines connaissances ou de déléguer la tâche à quelqu'un. Mais par contre, ça peut valoir le coup parce que l'idée de faire de l'analyse, ça vous permet de prendre de meilleures décisions, de ne pas faire confiance qu'à votre instinct, mais de vraiment regarder ce qui se passe, la donnée qui remonte et de continuer à améliorer votre site, la qualité autant technique que la qualité du contenu de votre site pour gagner des points SEO. Voilà. On vous mettra, j'avais prévu donc dans les ressources à vous donner, les 3 indicateurs majeurs à suivre pour contrôler la qualité d'un site. Ces indicateurs qu'on va appeler des KPI, c'est des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance, okay, ce qui n'est que des choses, des données, des informations à regarder, à évaluer pour aller contrôler est-ce que vous êtes sur la bonne voie, vous conforter dans vos choix ou reprendre de meilleures décisions, telles que le taux de clic, le taux de conversion, voilà, toutes ces choses-là. Il y aura, je vous mettrai donc un lien pour aller plus loin sur ce point-là. Pile à l'heure, on arrive au terme de cette conférence. Donc, on ne peut pas devenir expert SEO en 1h30, on est bien d'accord. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont embauchées pour une boîte en CDI juste pour travailler le SEO, et même pas une personne, mais tout un département, toute une équipe dédiée au SEO pour une seule entreprise, et ce, sur le long terme. Donc, c'est vraiment important de se dire que le SEO, ça se travaille dans le temps. Il y a plein de choses que vous pouvez faire vous, toute seule, avant de devoir déléguer, mais déjà les fondamentaux, déjà se mettre au propre, sans se mettre la pression, chaque jour un peu plus, période après période, et au bout d'un moment, c'est comme le marathon, on s'accompagne, on délègue. Si c'est vraiment la stratégie avec laquelle vous voulez gagner en visibilité, parce que des fois, ce ne sera pas le SEO la meilleure stratégie pour vous, ce sera peut-être la publicité, ce sera peut-être les réseaux sociaux, ce sera peut-être l'emailing. Bon, il y a plein de stratégies digitales possibles. Aujourd'hui, on a abordé le référencement naturel. Voilà. Mais en tout cas, plus on veut faire mieux, plus on investit du temps ou de l'argent en déléguant la tâche à quelqu'un. Mais en tout cas, vaut mieux tard que jamais. C'est toujours intéressant de s'y préparer, surtout dans votre secteur d'activité où c'est très compliqué d'apparaître premier sur gîte ou camping dans votre ville, dans votre zone, parce qu'il y aura toutes les plateformes de réservation très connues qui passeront avant. Donc, on multiplie les portes d'entrée sur votre site. Alors, pour faire la suite sur cette conférence, et après, je vous libère. Dans Google Atelier numérique, on a donné plusieurs ateliers toute l'année qui sont pour la plupart, si ce n'est tous, encore disponibles en replay sur le site pro du CRT. On se revoit en novembre pour le niveau 2 de Google Analytics. Donc, regardez le niveau 1 avant. Et sinon, on peut mettre en pratique tout ça et répondre à vos questions de façon personnalisée en coaching individuel. En tant que coach, vous avez la capacité donc de revenir vers nous, qu'on se revoie en visio de façon libre d'accès, sans budget, sans frais ni rien. Vous nous appelez au 01 que vous voyez ici, que vous pouvez prendre note, ou alors si vous tapez sur Google Atelier numérique Montpellier ou Google Atelier numérique tout court, il n'y aura qu'un seul et unique numéro pour toute la France, c'est un 01. Vous appelez, vous tombez sur un coach, vous demandez donc d'être idéalement avec un coach de Montpellier, comme ça on reste ensemble et on peut se retrouver pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les clés pour rentrer dans l'action. Merci beaucoup, Julia.